C'est l'heure de notre second débat de société qui est consacré à l'état de nos prisons. Pour commencer, je vous propose de revenir sur l'une des polémiques de l'été, cet événement filmé Koh-Lanta, où l'on a pu voir des détenus faire du karting à Fresnes, centre pénitentiaire également considéré comme l'un des plus vétustes de l'Hexagone. Il y a quelques jours, 2 sénateurs communistes du Val-de-Marne ont décidé d'y faire usage de leur droit de visite. Jérôme Rabier les a accompagnés. Une visite surprise à Fresnes après la polémique Koh-Lanta. Laurence Cohen et Pascal Savoldelli, sénateurs communistes du Val-de-Marne, n'en sont pas à leur première venue. Et s'ils ne sont pas là pour parler karting, les activités proposées aux détenus sont pour eux un vrai sujet. L'ancienne chapelle de la prison transformée en salle des fêtes est l'occasion d'un échange avec le directeur de la prison. Il y a combien d'événements par an dans cette salle à peu près ? Si on sort des fêtes religieuses, parce qu'elle est aussi, elle sert aussi aux fêtes religieuses, on va dire une dizaine. Alors je vais poser une question. Est-ce qu'on peut pas avoir une subvention ? On considère que c'est trop peu. Oui, mais si on peut en faire plus, voilà. plus. Les gens qui nous sont confiés ont peut-être pas, pour souvent d'ailleurs parfois pas l'occasion de participer, pas les moyens parfois d'y participer. C'est aussi culturel souvent. Donc, bien sûr. Quand on fait venir, en tout cas quelques éléments d'un orchestre philharmonique, ça aussi, ça a du sens. C'est heureusement qu'on est en mesure de pouvoir faire des choses comme ça. Mais au-delà des activités, les conditions de détention préoccupent les sénateurs. Une visite en cellule s'impose. Et si celle qu'ils visitent apparaît dans un état correct, le détenu présent leur explique que ce n'est pas le cas partout. Au nord. Oui. Et c'est là que les conditions elles sont très mauvaises. Ouais, non, c'est. En plus, il mélange tout le monde avec tout le monde. Non, il n'est pas le même, les visseries elles sont pourries là-bas. Exactement. À noter tout de même un vrai progrès. Plus aucune cellule de Fresnes ne compte plus de 2 détenus. Alors que la prison a compté jusqu'à 2600 détenus pour 1300 places, la période Covid a fait retomber les effectifs. Ils sont désormais 1700 dans la prison pour hommes. La visite se poursuit dans les parloirs où l'odeur d'humidité prend à la gorge. Situés en sous-sol, c'est là que les détenus peuvent voir leurs avocats ou leurs proches, dans des conditions terribles. Là, je pense que là, tout est... Voilà, c'est innommable, quoi. Mais c'est extrêmement exigu au niveau du parloir lui-même. Et puis, il y a la salle qui accueille, soi-disant, les enfants, elle fait flipper, il n'y a pas d'autre mot. Donc, voilà. Et là, c'est un clapier. Pour les dans des conditions sanitaires... épouvantables, parce que là... Et aucune humanisation. Moi, ça m'avait frappé en 2018. On ne laisse pas des enfants voir son père, sa mère, voir la famille dans des conditions comme ça. Si les murs sont dans cet état, c'est que Fresnes attend depuis longtemps une grande rénovation, mais les budgets ne sont toujours pas votés. Un sujet dont les élus communistes comptent s'emparer. Cette question des travaux, il y a un retard à réparer et il faut que dans la loi de finances pour le budget 2023, il y ait l'inscription des centaines de millions qu'il faut pour réhabiliter cette prison. Dans la prison la plus vétuste de l'Hexagone, des petits travaux ont été engagés, mais tout le monde est conscient que cette prison ouverte depuis 1898 aura besoin de bien plus qu'un coup de peinture. Voilà pour ce reportage signé Jérôme Rabier. Je vais vous présenter tout de suite nos invités. Dominique Simoneau, bonsoir. Vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. J'accueille également sénateur Stéphane Le Rudulier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR des Bouches-du-Rhône. Joachim Pueyo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, maire socialiste d'Alençon, ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, qui est resté à mes côtés. Je reviens au point de départ de notre débat. Ensuite, on va vraiment prendre le temps de parler de l'état de nos prisons, de parler de surpopulation carcérale, d'aborder les thèmes de fond. Mais cette polémique initiale au cœur de l'été, ces images-là de ce jeu organisé dans la prison de Fresnes, est-ce que ça vous a... Et je vous donnerai la parole après, mais je voudrais entendre les politiques d'abord. Est-ce que ça vous a choqué, Stéphane Le Rudulier ? Ah oui, totalement, comme je pense la majorité des Français. Ça a soulevé, à mon sens, quelques interrogations, notamment sur le sens de la peine. En fait, qu'est-ce qu'on attend de la prison ? Quel est son objectif ? Le premier objectif, il me semble, c'est de punir, c'est de priver la personne de liberté pour protéger également la société française. Et le message qui a été envoyé, c'est que la prison serait un lieu de divertissement. Est-ce que, fondamentalement, ça va avec la punition ? Je ne crois pas. Derrière, il y a la notion de réintégration. Est-ce que ça passe par le divertissement ? Non.
ça passe par la formation, ça passe par le travail pour préparer la personne, qu'elle soit en fait meilleure quand elle sort que quand elle n'est arrivée. Donc forcément, ça a été très choquant. Et j'ajoute un fait, je ne pense pas que ça soit un phénomène isolé. On l'a vu à travers les réseaux sociaux se multiplier, des journées motocross d'un côté, des soirées pizza, voire même fêter la fin Elle a été annulée. Du Ramadan. Elle a été annulée sous pression justement de Colantes. Mais on a aussi la fête du Ramadan ou des glissades dans les couloirs des prisons avec de l'aquaplaning. Ça peut choquer, effectivement. Je vais vous donner et donc, la parole. véritablement, je pense, encore une fois, que la prison ne peut pas être un lieu de divertissement. La même question pour vous, Joachim Peuillot. Ces images, effectivement, c'était un jeu. Il y avait du kart, il y avait d'autres épreuves, on va dire, dans ce jeu. Est-ce que ça vous a également choqué? Moi, ça m'a surpris parce que je crois qu'on n'a pas mesuré l'impact des images. Parce que ce qui a fait polémique, c'est le karting, en fait. Bon, imaginez d'autres activités à la place du karting, je pense qu'il n'y aurait pas autant de polémique. Et moi, quand j'ai dirigé des établissements, on a mis en place des expérimentations. Par exemple, des détenus qui avaient des autorisations de sortir pour faire du marathon avec des habitants de Fresnes. Ça n'a posé aucun problème. Mais je pense, d'ailleurs le directeur le reconnaît lui-même, il l'a reconnu il y a quelques semaines, en disant que peut-être les épreuves n'étaient pas forcément adaptées. Et donc c'est ça la question. Ensuite, il faut se poser pourquoi il y a eu cette journée. Et le directeur nous a indiqué que c'était une journée qui avait qui avait été préparée depuis de longues semaines, qui donnait un sens également à une journée de solidarité. Donc c'était fait dans cet esprit. Parce qu'il y avait de l'argent qui était reversé aux associations. Alors, moi, je le dis, monsieur le sénateur, on a eu effectivement des détenus qui ont fait du théâtre, par exemple, et qui sont exprimés à travers des activités théâtrales ou musicales, et qui se sont présentés à l'extérieur. Et ça donnait également du sens à la peine, ce qui veut dire que la peine, elle doit effectivement écarter le détenu de la société par rapport au fait qu'il a commis. Et puis, elle a une deuxième mission qui n'est peut-être pas suffisamment mise en valeur, c'est réintégrer, insérer le détenu. Et moi, je pense honnêtement que la culture, le sport... Donc le divertissement, disons. Alors, le divertissement, il y en a évidemment. Alors, en ce cas-là, il faut supprimer la télévision, c'est un divertissement également. Bon. Et donc, si vous voulez, le divertissement, ça dépend comment il est fait, comment il est encadré. Bon, voilà. Mais c'est vrai que, je le dis, à mon avis... les épreuves n'étaient pas forcément adaptées. Et ce qui m'a étonné, c'est le buzz. Et je me pose la question, pourquoi il y a eu autant de buzz? C'est-à-dire que... Peut-être parce que ça a choqué une partie de l'opinion. Je vais vous redonner la parole longuement, mais on n'a pas encore entendu Dominique Simonot. J'ai voulu entendre les élus, pour commencer, parce que dans la tribune que vous avez publiée dans Le Monde, à la suite de cette polémique, vous avez parlé de l'hypocrisie de nos élus. Pourquoi? J'ai trouvé absolument, très hypocrite que des élus, en l'occurrence des députés, enfin bon, peu importe quels élus, qui connaissent très bien ce qui se passe en prison, les conditions de détention de la prison, qui, s'ils avaient relu la loi, auraient pu lire que la prison doit effectivement être une sanction, mais offrir également des activités récréatives, ludiques. Pourquoi? La prison, ça n'est plus se trimballer avec un chapeau, un capuchon sur la tête et une aube grise comme avant, une tenue pénitentiaire. Donc vous nous dites que la loi autorise des activités récréatives, c'est le mot qui est employé. Elle le dit très clairement, et elle dit ça pourquoi? Parce qu'en prison, on ne fait pas que pleurer, non monsieur. Pas dit ça. Hein. Non mais parfois... on peut rire. Et je pense que ce qui a choqué, alors les deux premiers qui ont dégainé, ce sont des gens qui sont pas particulièrement à gauche de l'échiquier politique. Le garde des Sceaux a embrayé, ça a fait un buzz. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Moi, je suis rentrée de vacances, je sais pas, j'ai répondu à 40 interviews là-dessus. J'étais étonnée moi-même. Pourquoi le kart? Je crois que ce qui a choqué, c'est de voir les détenus rire. Vous voyez, autant que le kart. Mais à ce moment-là, on va supprimer les films comiques. Mais en prison, il y a des ciné-clubs en prison. Mais il y a des réalisateurs qui viennent montrer des films. Donc, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant que ce soit l'activité karting qui à ce point était choquante pour les gens. Pourquoi? Il y a des chevaux qui rentrent en détention. Il y a des chevaux. Et moi, je vois des chiens. Il y a des VTT. Oui, il y a des séances de VTT. Il y a des séances d'escalade. Parce que voilà. Moi, j'ai une forme de mépris de classe.
C'est-à-dire qu'on leur aurait projeté des films destinés à élever leur grandeur d'âme, il n'y aurait pas eu de souci. Là, on les voit faire les cons et se marrer sur des cartes. Alors, il faut rappeler quand même que l'événement, il est organisé par un collectif qui a déjà organisé des événements de ce type, pas en prison, forcément, mais avec des forces de l'ordre, avec des jeunes des quartiers. L'idée, c'est de se faire parler des institutions et la population. Et là, ça avait été des jeunes des quartiers, des détenus et des gardiens de prison, du personnel pénitentiaire. Oui. Exactement. Donc, l'idée, c'est vrai que le code pénal précise que la prison sanctionne, mais doit aussi favoriser la réinsertion. Dans une idée de dialogue et de compétition raisonnée entre ces gens-là, on peut imaginer que ça s'inscrit dans ce cadre-là. Après, l'activité karting, elle choque. Moi, je pense qu'il y a quand même une forme de mépris de classe. On est toujours, en France, à dire que la prison est trop molle pour les pauvres, trop dure pour les riches. J'exagère, vous allez juger ça des magots, mais quand c'est des pauvres et qui se mettent à s'amuser, c'est que la prison va pas, ça tout fout le camp. Quand c'est des riches qui sont en prison, qui ont été ministres, ou qui ont dit, bon, il faut qu'on les sorte de là quand même, il a été ministre, il peut pas rester en prison, oh, il est vieux, les conditions de détention, c'est quand même difficile. Le curseur change selon la population incarcérée, et moi, je trouve qu'on en a un exemple là, avec cette affaire de karting. Tout dépend comment l'activité est organisée, parce que si l'activité est organisée avec des règles qu'on doit respecter, on a vu effectivement dans les établissements pénitentiaires, par exemple, moi je me souviens qu'on avait organisé un tournoi de ping-pong à Nanterre, et j'avais un surveillant qui était un très bon pogiste. Il me dit, mais j'aimerais bien rencontrer le finaliste. Il a rencontré le finaliste. Et ça donnait beaucoup de sens. Oui, il a gagné. Et ensuite, les détenus ont respecté cet agent en disant, il est vraiment brillant. Je pense que ce n'est pas nouveau, les activités dans les prisons françaises. On le fait depuis de nombreuses années, mais tout dépend comment c'est organisé. Et puis je pense quand vous avez un service pénitentiaire d'insertion de probation qui met en place des activités culturelles, des activités sportives, lorsque vous avez l'établissement qui travaille, laissons un petit peu l'initiative locale également. Nous, en France, tout est concentré, tout est dirigé du haut. Il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, où les établissements pénitentiaires dépendent de l'Inde, où il y a des initiatives, il y a même des expérimentations qui sont faites. Et moi, je crois beaucoup à l'expérimentation. Là, c'était peut-être une expérimentation, les images ont fait choc, c'est vrai, c'est peut-être qu'on a mal évalué l'impact de ces images. Je pense que la polémique est derrière nous. Il faut plutôt réfléchir sur les conditions de détention et comment donner du sens à la peine. C'est ça le problème de fond. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a organisé ce débat ici. Stéphane Le Rudulier, effectivement, il y a aussi l'image des prisons, ou l'image de la peine. Et je vais vous donner la parole là-dessus. Mais d'abord, on écoute le garde des Sceaux, on écoute le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il était le 23 août dernier, donc on est après la publication, la révélation de ces images. Il est en visite à Fleury-Mérogis. Écoutez Éric Dupond-Moretti. Pour moi, la prison, c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images que j'ai vues, il n'y a ni sanction, ni réinsertion. Et pardon de vous dire que je pense à certains gamins qui voient ces images et qui disent la prison, lol. La prison, elle doit avoir un effet dissuasif. Stéphane Le Rudulier, est-ce que vous êtes d'accord avec le garde des Sceaux ? Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec ses propos. Je trouve que c'est très équilibré. C'est justement la question du sens de la peine. Mais tout à l'heure, effectivement, on pense à l'image qu'a renvoyée en fait la prison vis-à-vis de la société, mais aussi aux victimes, aux familles de victimes, en fonction d'ailleurs de la sélection des candidats à ce fameux Colantes. Ça a polémiqué sur deux profils qui apparemment avaient commis des délits très graves au niveau de la société. Donc, j'ai rien contre la culture et le sport. Il faudrait moduler l'accès aux activités culturelles ou récréatives en fonction de la gravité des... Et puis, il y a une différence entre une pièce de théâtre, puisque c'est de la culture. Ça élève aussi l'individu, la culture, le sport, vous avez entièrement raison, ping-pong. La lecture. Ces séquences de divertissement, alors le karting ou autre, qui, à mon sens, on est allé trop loin. Et effectivement, je suis d'accord avec le ministre. Il n'y avait là ni sanction ni dissuasion. Dominique Simonnet, est-ce que je vais reprendre un peu les propos d'Éric Dupond-Moretti, si les activités récréatives sont trop sympas, grosso modo, la prison n'aura plus son effet dissuasif. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? On peut entendre cet argument. Non, moi je l'entends très mal parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu les images, il n'y aurait rien du tout et qu'il se passe tous les jours en prison, je suis sûre, il se passait des activités récréatives et ludiques qui choqueraient également l'opinion ou le garde des Sceaux qui, par parenthèse, sait très bien ce qui se passe.
quand on dit que la loi a prévu des activités récréatives, c'est parce qu'on n'est pas obligé tout le temps de s'ennuyer en prison. Il y a des gens qui rient en prison. Et là, de voir, je trouve, des surveillants et des détenus ensemble, qui rigolaient, qui se tapaient sur l'épaule, je trouvais que c'était... pour une fois, vous êtes entré dans des prisons, monsieur, je suis sûre. Vous avez vu l'ambiance. J'y ai passé, là, je sors d'une prison. Je peux vous dire que l'ambiance n'est pas celle-là. Les surveillants nous disent on est dans une détresse horrible, tellement il y a de monde. Et c'est la première fois que j'entends des détenus me dire les surveillants, ils pètent souvent les plombs. Il y a de la violence. Donc vous dites qu'il y a besoin d'événements comme ça. Parce qu'ils deviennent fous, on est trop. Donc vous nous dites qu'il y a besoin d'événements comme ça pour que la cocotte minute n'explose pas. Ce sont des soupapes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Non mais Fresnes, c'est terrible, Fresnes. Le discours, mais il y a aussi le respect de l'autorité. L'administration pénitentiaire, c'est l'autorité. Elle l'a permis, le respect. Si on mélange les choses, où est la frontière pour le prévenu ? Est-ce que fondamentalement, on a vu baisser les taux de récidive? Après le CART? Non, pas après le CART. Après ce genre d'activité. Voilà, après ce genre d'activité. Non, on n'en sait rien. Ça date de 2009, je crois, la loi. 2009. Donc on a quand même un certain retour. Force est de constater que le taux de récidive n'a pas chuté pour autant. Le taux de récidive ne peut pas chuter tant que nos prisons, maisons d'arrêt sont surpeuplées à 200%. C'est un autre sujet. Ah non, on va y venir, la surpopulation carcérale. J'ai peut-être dit une bêtise. Joachim Pliot. C'est les conditions dans lesquelles on laisse les gens vivre. Pardon de reprendre la main. Ces activités récréatives, on peut les organiser depuis très longtemps en prison? Bien sûr. Enfin, si vous voulez, on parle surtout d'activités éducatives. Oui. C'est ça qui est l'essentiel. Oui, mais il y a les deux mots dans la loi. Mais dans certaines activités éducatives, il y a effectivement des activités récréatives. Lorsque, par exemple, vous mettez en place, par exemple, un atelier d'échecs, c'est déjà arrivé. C'est à la fois éducatif, mais c'est également récréatif aussi. Et les jeux d'échecs, c'est pas anodin dans une prison. Bon, ça, c'est intéressant quand même, comme activité. Si vous voulez, dans un temps de détention, il faut l'organiser. On a malheureusement trop de personnes détenues qui ne font rien en prison. Et donc, et là, peut-être, on en parlera dans le débat, il y a des expériences, par exemple, en Espagne, où il y a effectivement des unités, des modules de respect, où on donne un peu plus d'autonomie aux détenus. Ils ouvrent leurs cellules dans la journée, mais il y a également une obligation d'activité. Moi, j'ai fait une expérience, je ne sais pas si Dominique Simenon le sait, quand j'ai dirigé Fleury-Mérogis, j'avais souhaité que pour les courtes peines, il y ait une unité spéciale pour mettre en place des programmes d'insertion, et je dirais obligatoire. Les détenus devaient choisir des activités. Ça donnait à la prison un autre sens. Les surveillants me disaient, nous, on n'a plus de problème d'autorité. Parce que le détenu, il a un programme, il fait du sport, il va à l'école, il a des activités de loisirs aussi parfois, et puis il prépare sa sortie. Et ça, on touche le problème de fond. Mais pour faire cela, il faut absolument que le principe de l'encellulement individuel soit appliqué. Ça fait des dizaines d'années. D'ailleurs, la loi a été votée par nos prédécesseurs au XIXe siècle. On ne l'a jamais appliquée. On a toujours reporté l'encellulement individuel. Quel sens peut-on donner à une détention lorsque vous mettez 2 ou 3 détenus dans une cellule de 9 mètres carrés? Les conséquences psychologiques, le stress, la santé, les violences. Et là, on touche vraiment au problème de la peine. Et après, on s'étonne qu'un détenu sort plus violent de la prison qu'il est rentré. On va en reparler évidemment de la surpopulation carcérale, justement grâce à Quentin Calmet tout de suite pour commencer, pour faire un point précis, la situation actuelle en France en termes de places de prison. Alors, le ministère de la Justice est très transparent sur le sujet. On a trouvé un grand nombre de données statistiques sur le site du ministère de la Justice. Elles sont d'ailleurs ces données réactualisées tous les mois. Voici les dernières. Elles datent du début du mois d'août. On compte en France alors un groupe qui réunit pour le ministère beaucoup de monde, mais c'est 87 293 personnes écrouées. En fait, 71 000 sont détenues, les autres disposent d'aménagement de peine. Un chiffre, donc 71 000, qui est à comparer au nombre de places opérationnelles en France. On en a 60 719 au 1er août. Donc selon ces informations, cela donne un taux de suroccupation carcérale de 118%, et c'est même 140% en moyenne dans les 81 maisons d'arrêt, là où il y a des personnes qui sont en détention
détention provisoire ou à qui il reste une peine à finir de purger. Comment ce taux évolue ces derniers temps, ces dernières décennies? Alors là encore, on dispose de données statistiques grâce au ministère de la Justice depuis 2005. La courbe bleue que vous voyez, c'est celle du nombre de détenus en France. On voit le chiffre, la courbe rouge, pardon, c'est celle du nombre de détenus en France. On voit le chiffre qui chute comme ça en 2020 avec les libérations anticipées et les aménagements de peine liés à la crise sanitaire, à la crise du Covid. C'est le seul moment, vous le voyez Thomas, où le chiffre passe sous la barre du nombre de places disponibles, car ce que l'on retient, c'est que le nombre de prisonniers en France augmente de façon constante depuis le début des années 2000, tout comme le nombre de places de prison, avec autour de 50 000 en 2005 pour atteindre 60 000 donc en 2022, avec une forte augmentation. Vous voyez la barre qui monte autour de 2010 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et avec l'actuel président de la République. Eh bien, en 2017, Emmanuel Macron avait fait la promesse de construire 15 000 nouvelles places de prison, c'était pendant la campagne, un objectif que le gouvernement pourrait atteindre finalement en 2 quinquennats. On est à la moitié du gué en ce moment. Le gouvernement a ainsi annoncé un deuxième volet du plan 15 000 places de prison. C'était en avril 2021. Le gouvernement qui parle de construire 1500 places nettes par an sur une période de 10 ans, en comptant donc aussi les prisons qu'il faut fermer. Et le gouvernement qui parle d'un objectif ambitieux quand on le compare, ce sont ses arguments, à ce qui s'est fait entre 1986 et 2016, où le rythme était, dit-il, de 1000 places supplémentaires par an en moyenne. Toute la difficulté, Thomas, et c'est un peu le nœud du problème, c'est de trouver de nouveaux lieux pour installer des prisons. Les riverains et les élus locaux étant extrêmement frileux à l'annonce de tout nouveaux projets. Effectivement, merci Quentin. Stéphane Le Rudulieu, c'est vrai que pour un élu local, c'est pas évident de faire accepter peut-être aux habitants, à la population, la construction d'une nouvelle prison sur son territoire. C'est très juste, mais je pense que l'État devrait accompagner les communes, les collectivités avec des mesures incitatives. J'en vois de 3 sortes. D'une part, encourager la construction de centres de détention par des mesures financières, des dotations de fonctionnement pour les communes, c'est-à-dire une majoration de la dotation globale de fonctionnement, ou encore l'exonération, dans le cadre des communes qui sont en carence pour certains logements sociaux, l'exonération partielle ou totale d'une pénalité financière qui peut parfois aller jusqu'à 500 000, 600 000 euros par an. Mais si on n'a pas ces mesures d'accompagnement et ces mesures incitatives, je crains fort que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, effectivement, et on ira de recours en recours, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a de la part de la population une réticence très forte, et là il y a de la pédagogie, il y a un accompagnement à faire au niveau de la population. Sans cela, je crains fort que les objectifs chiffrés, quel que soit le gouvernement, ne soient pas remplis, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une procédure et d'un contentieux administratif en matière d'urbanisme, parce qu'il s'agit bien de cela. Un centre de détention, il faut déposer un permis, et on sait que ces procédures-là peuvent être très longues, peuvent durer 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans si on va jusqu'au Conseil d'État. Dominique Simoneau, est-ce qu'il y a une alternative? Parce que ça semble la solution la plus évidente. Il y a surpopulation carcérale, donc construisons plus de places de prison. D'abord, vous savez, à la fin de l'année dernière, fin 2021, a ouvert en grande pompe la prison de Lutterbach. Vous savez par qui elle avait été promise et quand? Par Michel Alliot-Marie en 2009. Donc, laissons tomber. Je pense que, en tout cas, là, on ne verra pas de solution avant 10 ans. S'il faut construire les nouvelles prisons prévues par le gouvernement, dont on ne sait pas bien, parce que c'est tout un jeu de bonneteau, ces histoires de construction de prisons, on parle de places nettes, notamment. Oui, non, mais est-ce qu'on parle des places prévues déjà par le gouvernement d'avant, qui prenaient déjà sur celles du gouvernement d'avant? C'est sûr qu'on a du mal. Mais moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi en Allemagne, où on privilégie la prison hors les murs, c'est-à-dire les alternatives à l'enfermement, pourquoi on a 20 millions d'habitants en plus en Allemagne, mais on a 20 000, 15 000 détenus de moins. Et je ne crois pas que l'Allemagne soit un pays particulièrement laxiste. Simplement, ils ont courageusement tout misé, ils ont eu le courage politique
d'assumer, de miser la prison hors les murs, ou la peine hors les murs, avec travail d'intérêt général, placement extérieur. Oui, effectivement, travail d'intérêt général, sursis probatoire, détention à domicile sous surveillance électronique sont les peines alternatives, on va dire exactement. Ça comme ça. On a trouvé ce chiffre qui date de l'an dernier, 14 500 personnes placées sous surveillance électronique en France. Stéphane Le Rudulier, c'est une alternative, une solution aussi. Il n'y a pas que la construction de nouvelles places. Il n'y a pas que l'électronique, les alternatives. Je vais mettre le pavé dans la mare. Il faut aussi regarder la population carcérale. Ça, c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur, de la Justice. Il y a 24% de détenus étrangers qui sont incarcérés en France. Ça veut dire près d'un détenu sur 4. Il faut avoir le courage à un moment donné. Est-ce que nous avons vocation, nous, la France, à maintenir ces détenus en France? Je pense qu'ils doivent exécuter leur peine dans les pays étrangers. Alors on va opposer les laissez-passer consulaires et ce chantage qui peut être fait. Il faut avoir le courage aussi, à un moment donné, de dire écoutez, les visas, comme avait commencé à le faire Emmanuel Macron en ce qui concerne l'Algérie, de dire on réduit le nombre de visas, ou encore on fait un bras de fer avec les pays d'origine, on va dire. Je pense que ce serait une solution à court terme qui libérerait les places de prison, parce que quand on voit la politique, en tout cas pénitentiaire, qui est mise en œuvre et dont on prononce des peines en fonction du nombre de places de prison qui restent, il y a eu des circulaires de M. Dupond-Moretti. Donc vous êtes en train de nous dire que s'il n'y a plus de place en prison, les juges vont prononcer... En tout cas, il y a eu des incitations au niveau du ministère de la Justice, c'était la circulaire de décembre 2021, où on demandait de porter une attention justement à des peines alternatives et que la prison soit le dernier ressort, eu égard au nombre... Ça n'était pas une circulaire. C'était une lettre adressée par le directeur de l'administration pénitentiaire à tous les chefs de cour et de juridiction disant je vous en supplie, on ne peut plus gérer. Donc la prison va exploser. Ça confirme bien ce que je dis, où on portait attention sur le fait qu'on ne pouvait plus accueillir de nouveaux détenus. Et donc, forcément, le juge, avant de prononcer la peine, avait en mémoire cette lettre. Je voudrais m'exprimer, parce que il faut rénover le parc pénitentiaire. On ne peut pas laisser en l'état le parc, surtout les vieilles maisons d'arrêt. Mais Fresnes, vous étiez le directeur de Fresnes. En 2000, j'avais demandé la rénovation de l'établissement. En 2000, j'ai Donc ça fait 23 ans. Quand on a vu ces images de murs lépreux, ça fait 23 ans. Le garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, était venue à Fresnes. Je fais visiter et elle avait lancé effectivement le programme de rénovation des grandes prisons parisiennes, La Santé, Fleury et Fresnes. La Santé, ça a été fait, Fleury, c'est terminé, et il restait Fresnes 22 ans après. Deuxièmement, je crois qu'il y a quand même un autre... moi, je préfère qu'il y ait plus de places de prison et moins de détenus. Le taux d'incarcération en Espagne, par exemple, il est plus important qu'en France. Plus important. Mais il y a autant de places que de prisonniers, quasiment. Au Portugal, c'est la même chose. En Allemagne, c'est encore différent. Non, c'est très différent. C'est très différent. Mais ce que je voudrais dire également... La justice, elle est indépendante. Donc ça veut dire quoi? Pardon de vous interrompre, juste pour bien comprendre. Les juges ne prononcent pas suffisamment de ces alternatives à la détention. De plus en plus quand même, il faut être honnête. Quand vous regardez le nombre de personnes condamnées à des sursis mis à l'épreuve, 130 000 par an, 130 000, 140 000. Oui, enfin c'est fini, c'est la probation, probatoire. Il y a quand même, peut-être il n'y a pas suffisamment de semi-liberté, peut-être qu'on pourrait faire des efforts sur la libération conditionnelle. Ce qui veut dire un travail énorme. Pour libérer ce condition, il faut vérifier les conditions de vie du détenu à l'extérieur, s'il est accompagné, enfin, il faut un service d'insertion conséquent, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Il faut jouer sur les 3 tableaux. Parc pénitentiaire, il faut le rénover, parce qu'il faut absolument arriver à l'enseignement individuel. Et je pense qu'il faut quand même respecter l'autorité judiciaire. On ne va pas dire aux juges « Ah ben, vous ne pouvez pas mettre cette peine-là parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens ». Un gouvernement doit donner les moyens. C'est ce que fait le garde des Sceaux actuellement. On peut le critiquer, mais il a bien compris quand même qu'il fallait davantage de moyens. Pour la justice, il va le faire pour les magistrats. La pénitentiaire, c'est 42% du budget de la justice. Donc, il faut renforcer les moyens. Et je pense que si, effectivement, on arrive à ce principe, on aurait beaucoup moins de conséquences au niveau des détenus les plus fragiles notamment, mais également au niveau des personnels. Le personnel, son autorité est compliquée actuellement. Quand vous ouvrez une cellule avec 3 détenus,
C'est compliqué. Il y a des problèmes de caïda, il y a des problèmes de violence. Est-ce que c'est normal, d'après vous, qu'une personne condamnée pour trafic de stupéfiants continue son trafic à la prison? Est-ce que c'est normal qu'un détenu qui a commis des violences, qui est écroué à la prison, il continue à faire ses violences en prison? Est-ce que c'est normal que lorsqu'un détenu a été condamné... les gardiens n'ont pas les moyens de l'empêcher, c'est ça? Parce qu'il y a trop de détenus par rapport au nombre de gardiens qui sont en poste. Et vous n'avez pas parlé de la radicalisation. Alors, il ne faut pas oublier le petit avantage que produit... le shit sur les détenus. Peut-être, mais c'est quand même... je peux comprendre... Il y a beaucoup de... oui, je suis désolée de le dire. C'est intéressant. Donc vous dites principe de réalité, ça calme. Vous parliez de regarder la réalité en face. Moi, je la vois en face chaque fois que je vais en prison et je sais ça, comme tout le monde. Donc peut-être qu'on laisse le trafic se dérouler. C'est très choquant. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que la réalité, elle est celle-là. Je voudrais dire pourquoi. Parce que lorsque une personne détenue arrive en prison, condamnée à une peine de prison ferme, on devrait travailler sur sa réinsertion en fonction des faits qu'il a commis. Quelqu'un qui est violent, mettons en place des programmes par rapport à la violence. Quelqu'un qui a commis effectivement des infractions parce qu'il était alcoolique, travaillons autour de ce sujet-là. Et là, on ne le fait pas suffisamment. S'il n'y a déjà pas les moyens pour refaire la peinture sur les murs, j'imagine qu'il n'y a pas plus pour la réinsertion. Dans les pays nordiques, il y a très longtemps qu'ils ont mis en place des programmes. Quand vous allez dans les établissements pour mineurs, au Danemark, j'en ai visité, aux Pays-Bas et en Belgique, ils ont des programmes. Nous aussi, on le fait quand même pour les mineurs. Moi, j'avais fait un rapport sur les mineurs, il y a des programmes quand même, mais des programmes très structurés et qui donnent du sens à la fois à la privation de liberté, parce qu'il faut les écarter pendant une durée certaine, mais également l'intérêt d'une société, c'est que le détenu puisse se réhabiliter et puisse s'insérer en respectant nos lois. C'est pas facile, c'est difficile, mais ça donne du sens à la politique pénitentiaire. Je vais vous redonner la parole. Débat passionnant. On va notamment parler de l'État. Là, on a beaucoup parlé de réinsertion, mais vraiment l'état des murs, l'état des prisons et les conditions de vie des détenus. Mais quand même, je voudrais vous entendre sur cette histoire de trafic de drogue et de finalement principe de réalité dont nous parle Dominique Simoneau. Ça calme les détenus. Il faut regarder les choses. Non, on peut pas dire laissons faire. Ce qui est interdit. J'ai dit la réalité, c'est ça. En dehors des murs de la prison doit être aussi également interdit. Je n'ai jamais dit qu'il fallait dans la prison. donner du shit aux détenus. Je dis la réalité. Un effet bénéfique pour les détenus. J'ai mal. Non, vous avez mal compris. C'est un effet bénéfique pour le calme qui règne dans la prison. Parce que ça calme. Mais parlez, mais allez. Écoutez. On sait les dégâts que procure le shit sur la drogue, comme vous dites, sur la santé. Donc ça, ce sera pour après, pour quand ils seront sortis. En attendant. Non, mais c'est un phénomène quand même, parce que moi je rejoins ce que vous dites. Effectivement, ça doit être un processus de réhabilitation. Moi, j'aime pas les gens qui disent, je regarde la réalité en face. Il faut donner toutes les armes. Et je suis assez d'accord sur la dernière partie de votre intervention. Toutes les armes pour que le détenu, quand il sorte, puisse être au plus vite réintégré dans la société, qu'on lui apprenne un métier, qu'on l'éduque, qu'il passe des diplômes en prison, qu'il fasse du sport, peu importe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le trafic de drogue, la radicalisation dans les prisons, l'escalade de la violence, et parfois les détenus. Mais est-ce qu'on donne, Stéphane Le Rudulier, je vous donne la parole après, alors là, je vais pas pointer tel ou tel pouvoir politique, mais vous nous dites non, les moyens. Parce que vous dites, c'est ce qu'il faudrait faire, sauf qu'on n'a jamais vraiment donné les moyens à l'administration pénitentiaire pour le faire. Il n'y a pas les moyens. Mais ça, c'est un constat. Parce qu'il y a trop de monde pour accéder à tout ce que vous dites. Il y a trop de monde pour accéder à la culture, à l'enseignement. On va laisser Stéphane Le Rudulier répondre à la question. C'est un constat qui, à mon avis, était partagé par tous, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle, où il fallait mettre les moyens au niveau de la justice, tant au niveau de la magistrature, par des greffiers, des juges. Les pouvoirs précédents, notamment remontant à celui de Nicolas Sarkozy, c'est pas très populaire de donner de l'argent aux prisons pour favoriser la réinsertion. Et pourtant, quand on regarde combien coûte la justice en France au regard d'autres pays européens, je pense qu'on est 5 fois ou 6 fois, entre guillemets, moins important en termes de coûts, en termes de dépenses sur la justice, que par exemple l'Allemagne. Donc effectivement, il faut de l'investissement pour de nouveaux centres de détention, mais aussi du personnel qualifié, et l'enseignement individuel est une réponse, à mon sens. Mais comment vous Je voudrais faire une observation. C'est-à-dire Alors attendez, tout le monde en même temps. Mathieu, qu'on vous entende bien. Le budget de la justice, on le sait, on est vraiment à la traîne par rapport aux pays européens. Vous êtes membre d'un parti qui a été au pouvoir il y a quelque temps.
On avait fait 7000 places sous Nicolas Sarkozy. Où la justice est un thème qui est largement entonné, notamment en campagne électorale. Ouais. Pourquoi c'est jamais un sujet prioritaire pour vous, budgétairement ? Pourquoi ça n'a jamais été budgétairement ça l'a été dans la période 2007-2012. Preuve en est, on a créé 7000 places de prison et il y a eu un effondrement sous François Hollande, puisque j'ai fait les chiffres, on était à 1283 places de prison nette. Donc effectivement, l'effort qui avait été porté entre 2007 et 2012, eh bien, s'est effondré sous les quinquennats de François Hollande et d'Emmanuel Macron. J'étais député, donc je vais quand même m'exprimer. Quand j'ai été élu député, effectivement, j'avais demandé à l'époque, mais c'est vrai que je n'ai pas été suivi, je reconnais. J'avais demandé au gouvernement de créer immédiatement, plus de 10 000 places. Bon. On n'a pas été suivi dans un premier temps. Ensuite, effectivement, il y a eu des places de créer, mais un peu tardivement. Moi, je vois le parc pénitentiaire, tout simplement. Ensuite, si vous voulez, l'opinion publique. Il faut voir comment les habitants réagissent. Quand, dans les quartiers, parce que moi je suis maire également, et je préside une communauté urbaine, quand vous avez effectivement des personnes qui sont écrouées pour trafic de stupes, qui ressortent et qui recommencent leur activité, ben, on se pose des questions sur effectivement l'efficacité de la peine. Et donc c'est une question de fond qu'il faut se poser. Moi je vois effectivement, on travaille avec le procureur, parce que je crois que c'est bien que les élus locaux également travaillent sur ces questions. Et on a mis en place un comité très intéressant local avec le procureur, la police, les services sociaux pour réfléchir sur les meilleures méthodes. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on doit se poser. Ça veut dire que si on veut travailler sur la réinsertion, c'est pas uniquement que l'affaire de la prison. C'est l'affaire de la société également dans son entier. Allez, il nous reste moins de 10 minutes. Vraiment, on va parler de l'état, l'état des constructions, l'état des murs, l'état de ces prisons. Et je vous propose d'entendre pour commencer la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot. Elle était le 25 août sur France Inter. On est toujours dans la foulée de ce scandale Colantes. La deuxième des choses qui devrait choquer tous les Français, c'est la condamnation par la Cour européenne des droits humains de la France en 2020 pour conditions inhumaines dans 6 prisons. Et Fresnes n'est pas en reste, puisque Fresnes, c'est une prison qui a été ouverte en 1898, qui est très vétuste, dans laquelle il y a une surpopulation carcérale très forte, et par ailleurs des détenus qui vivent avec des rats, des punaises de lit et des cafards. Dominique Simoneau, je rappelle que vous êtes contrôleuse générale les lieux de privation de liberté. Pour vous, les cas les plus choquants, est-ce que Fresnes, c'est la prison qui est dans le pire état en France, par exemple ? Non, moi, ce qui m'a dévastée, c'est Toulouse-Seyss et Gradignan. Qu'est-ce que vous y avez vu ? J'ai vu des gens, puisque j'ai passé longtemps avec eux dans les cellules, des gens enfermés à 3 avec 0,8 mètres carrés d'espace vital par personne. Puisque nous, quand on y va, on mesure tout. Je me suis juchée sur le frigo. Le type qui dormait au sol, il y avait un matelas au sol, 2 lits superposés, il respirait les bébés cafards avec la poussière. Donc ils mettent du papier toilette dans les narines. Dans les narines et dans les oreilles. Il y a quand même un monsieur qui a eu une infection de l'oreille, c'est un cafard mort à Toulouse. Et il reste dans ces cellules 22 heures sur 24. Comment voulez-vous qu'ils sortent dans un état normal ? Comment est-ce qu'on veut que... Mais n'importe qui de nous deviendrait fou là-dedans. Je sais pas, rien que de pas pouvoir se dépenser. Et il y a de la violence. C'est sûr que ça engendre de la violence. Ça engendre de la violence entre détenus et surveillants, forcément. Et c'est horrible à voir. Les surveillants, moi, je parle beaucoup avec eux. Ils ont une vie, mais horrible là-dedans. Stéphane Le Rudulier, c'est intéressant, notamment votre témoignage bien sûr, mais aussi les conséquences, c'est-à-dire l'un des objectifs de la prison, c'est effectivement la réinsertion et qu'à la fin de la peine, la personne ne soit plus un danger pour la société. Dans ces conditions-là, c'est plus difficile, on est bien d'accord. C'est même, je pense, ça procure l'effet inverse. Bon, exactement. Et donc on en revient à la question des moyens. Pourquoi ? Et je reprends la question de Mathieu tout à l'heure. Le fait que ce ne soit pas vraiment une priorité. Un vaste plan de réhabilitation. On parle toujours de places nettes. Oui. C'est très bien pour l'encellulement individuel, mais il y a aussi un vaste plan de réhabilitation qui doit être enclenché le plus rapidement possible, parce qu'il en va derrière de la réintégration, dans la société, de la réhabilitation de ces détenus qui, à juste titre, comme vous le dites, et votre témoignage est assez probant, vont devenir des dangers pour la société à leur sortie, parce que c'est un peu leur double peine. Alors, ça devient de la double peine. Un petit point, l'encellulement, une précision quand même. Ça concerne
uniquement les maisons d'arrêt. Parce que le numerus clausus, il existe dans les établissements pour peine. Les centres de détention et les maisons centrales ne sont pas en surpopulation. Donc on rappelle, maisons d'arrêt, c'est les courtes peines, les prévenus. C'est bien de le rappeler. Et dans les établissements pénitentiaires pour peine, il y a effectivement des projets très intéressants. On a également mis en place des régimes progressifs dans certains établissements. Donc c'est quand même intéressant de le rappeler. Mais effectivement, le problème de la surpopulation concerne les maisons d'arrêt et des personnes qui restent très peu de temps en réalité. Mais est-ce que c'est pas encore pire parce qu'ils n'ont pas été encore jugés, donc ils sont présumés innocents. Moi, je préférais que quelqu'un qui est condamné, par exemple, qui reste 11 mois ou 12 mois en prison, je préfère qu'il aille en semi-liberté, avec un projet. Là, ça donne plus de sens. Il est quand même privé de liberté, mais s'il n'est pas... Parce qu'il y a des détenus qui ne sont pas dangereux pour l'ordre public, donc sous réserve qu'ils puissent... Oui, mais c'est à manier avec précision, au cas par cas, parce qu'on va avoir des détenus en semi-liberté qui vont récidiver avant même d'avoir été jugés. C'est aussi une réalité. Quand nous dénonçons les conditions de détention, on connaît toutes les conséquences. Bon, effectivement, les trafics, le caïda qui se renforce considérablement actuellement. Le caïda, ça veut dire quoi? Ça veut dire un caïd vous avez des détenus qui mènent les détentions dans les cellules. Et le surveillant, il a des difficultés de mettre de l'ordre. Parce que dans les prisons, si on veut donner du sens, il faut qu'elles soient ordonnées, qu'il y ait de l'autorité. Et quelquefois, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ordre dans le sens positif du terme. Quand je mets ordre, sens positif. Donc, il faut quand même, absolument, et moi je suis d'accord avec le gouvernement, lorsqu'ils annoncent un programme pour mettre suffisamment de place dans les prisons. Enfin, en France, il n'y a pas suffisamment de place. Ensuite, on peut mieux travailler. Et donc, les conditions de travail sont effectivement difficiles dans les maisons d'arrêt. Et c'est peut-être pour ça également que quelquefois, il y a des surveillants, eh bien, ils se découragent parce que, vous savez combien il y a d'agressions en France, dans les prisons, sur les surveillants? 5000 agressions par an. Plus de 5000. Autant entre détenus. C'est-à-dire plus de 10 000 agressions. Est-ce que c'est normal que dans un lieu qui représente la sûreté et la sécurité, il y ait autant de violence? Je dis non. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas nouveau. Si je ne me trompe, Dominique Simoneau, il y a eu, je crois que c'était en l'an 2000, un rapport parlementaire. Oui. Le titre du rapport, c'était « Prison, une humiliation pour la République ». Exactement, oui. Comment vous expliquez qu'il ne se soit pas passé grand-chose? Je n'arrête pas, ça m'obsède, parce que je dis... Tout le monde, là, le peuple, les représentants du peuple, tout le monde était d'accord en se disant « mais c'est pas possible ce qu'on leur fait vivre, il faut que ça change ». Tout le monde s'était juré que ça allait changer, et puis tout le monde l'a oublié. Et je vous donne un exemple de l'idiotie administrative qui fait que les gamins qui sont incarcérés, vous savez qu'ils ont cours pas pendant les vacances scolaires? Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires? C'est-à-dire vous êtes incarcéré, vous êtes un gamin, vous êtes dans un centre éducatif. Il n'y a pas de statut de prof spécial, prison, et il n'y a pas les heures de cours. Alors que c'est des enfants, je pense, sur qui on devrait mettre au contraire le paquet pour leur apprendre à vivre, mais il n'y a pas... c'est le statut des professeurs avec les vacances scolaires. Parce que l'école dépend de l'éducation nationale. Mais ça paraît stupéfiant. Bon, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Il y a une erreur collective. C'est que effectivement, le budget de la justice est passé sur le second plan. Parfois, on a dit sécurité, moyens, renforts au niveau de la police, etc., en oubliant qu'il y a une chaîne pénale derrière et que la justice, elle rend forcément... la justice au nom du peuple français. Convenez quand même que le gouvernement fait des efforts au niveau du ministère de la Justice quand même. Non mais là c'est très récent. Le garde des Sceaux a annoncé effectivement une rémunération des magistrats, une évolution du budget, donc ils le font quand même. On est très vigilants, vous savez, au Sénat sur la loi de règlement. Oui. Donc on fait attention entre les annonces prévisionnelles, budgétaires prévisionnelles et la réalité. Donc on portera une attention toute particulière là-dessus, mais la responsabilité, elle date d'il y a 30 ans. Depuis 30 ans. On ne va pas rattraper en 2 ans. On ne va pas rattraper en 1 an ou 2 ans ou faire porter au gouvernement actuel la responsabilité de la gauche et de la droite de ces 20 ou 30 dernières années. Tout à fait. Allez, un tout dernier mot, allez-y. Une énorme partie du budget de la pénitentiaire est absorbée par le remboursement des intérêts
quand on a construit des prisons en partenariat public-privé. Mais je pense qu'il y a une prise... Ça ouvre un autre débat. Il y a une prise de conscience globale quand même actuellement. Oui. Et je pense que le gouvernement a quand même mis en place un programme ambitieux. Il faut le Sénat qui est majoritaire. Voilà. Allez, on termine. Il faut aller plus loin encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Il était passionnant ce débat. À bientôt dans Sens Public. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 18h et 22h. Vous savez qu'on est diffusé minimum à 2 reprises sur l'antenne de Public Sénat. Et puis demain, dans la matinale, Oriane Mancini reçoit Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je ne sais pas si on va lui faire réécouter la chronique que vous nous aviez proposée la semaine dernière, qui n'était pas très sympathique. Pour lui parler de chasse. On pourra lui parler de chasse aussi. Merci à tous. Encore une fois, c'est la fin de cette émission. Salut, à demain.